Cellules neurogliales. Si l'on rend un corps humain transparent, on peut y voir le réseau du système nerveux à l'intérieur. Le cerveau est la partie la plus vitale du système nerveux. Dans le cerveau, nous trouvons des neurones avec différents types d'autres cellules, comme les oligodendrocytes de forme irrégulière et fixés aux axones par leur processus protoplasmique. Leur fonction consiste à sécréter la myéline. Si les substances toxiques endommagent la gaine myélinique sur le neurone, c'est l'oligodendron qui sécrète la nouvelle myéline pour guérir le neurone abîmé. On peut voir les astrocytes qui se trouvent près des capillaires. Ces astrocytes ont un corps cellulaire et de nombreux processus protoplasmiques de branchement aidant à supporter les neurones. Les astrocytes absorbent des aliments de l'artère et les passent aux neurones en servant de barrière entre le sang et le neurone. Il y a des cellules neurogliales qui sont dispersées et qu'on voit surnager. Elles jouent un rôle majeur dans la défense immunologique du système nerveux. Les cellules microgliales ont la capacité d'engloutir des substances nocives. Pharmacorésistance. Plusieurs antibiotiques existent pour différents types de maladies. L'antibiotique est un médicament qui, lorsqu'on l'avale, traverse l'ésophage et atteint l'estomac. Un zoom avant de l'estomac montre un certain nombre de cellules fournies par les artères. Dès que l'antibiotique se brise, il est absorbé par l'artère. Dans l'artère, nous voyons les globules sanguins GR et GB avec des bactéries pathogènes responsables des maladies. L'antibiotique se fixe sur la paroi des bactéries et les détruit. De cette façon, les antibiotiques protègent contre les bactéries. Mais parfois, nous trouvons une autre souche ou espèce de bactérie qu'il est impossible de détruire en dépit des antibiotiques se fixant sur les bactéries, car elles résistent à l'effet antibiotique. En regardant de plus près la membrane cytoplasmique bactérienne, on voit de nombreux canaux transporteurs de protéines. Ce sont les pompes d'efflux. Si l'antibiotique tente d'attaquer les bactéries, il est rejeté par cette pompe. Ainsi, les bactéries résistent à l'action antibiotique. Ce phénomène s'appelle pharmacorésistance. On voit plusieurs résistances aux antibiotiques. Un autre type de bactérie résistance relâche une enzyme spéciale qui se lie à l'antibiotique et le détruit. Ces enzymes protègent les bactéries de l'antibiotique. Un autre type de bactérie résistante sécrète des enzymes dégradantes. Cette enzyme se lie à l'antibiotique et en modifie sa structure. Cette modification rend l'antibiotique inactif. Les bactéries résistantes restent intactes et forment de nouvelles bactéries résistantes. La maladie se propage ainsi dans le corps. Athérosclérose, maladie cardiaque.
Le cœur humain possède une artère coronaire proéminente. Une vue agrandie de la coronaire montre 3 couches de base. Tunique externe, tunique musculaire et tunique interne. Cette dernière est formée de cellules squameuses. Si le sang transporte une quantité très élevée de molécules de cholestérol ou de graisse pendant une très longue période de temps, elles tendent à s'accumuler sur la surface de l'artère. Elles sont ici absorbées par les cellules épithéliales et forment une couche entre la tunique interne et la tunique musculaire. Cette couche s'appelle la plaque. En se développant, la plaque se répand le long de la paroi artérielle, formant un gonflement qui atteint le lumen et réduit le flux sanguin. Les cellules épithéliales peuvent se rompre à un certain stade. Ceci active les plaquettes qui commencent à former des fils de fibrine. Un caillot peut finalement se former et bloquer le sang qui traverse l'artère. C'est l'athérosclérose. Mitose. Nous avons dans notre corps des cellules eucaryotes. Allons examiner une cellule qui va subir une division mitotique. Chaque cellule possède un seul noyau. Le noyau typique est de forme ronde. Structurellement, le noyau comporte 3 parties principales. L'enveloppe nucléaire extérieure, le nucléole et les chromosomes. Pendant la prophase, les chromosomes subissent la réplication et deviennent plus courts et plus épais pendant la condensation. Ils sont toujours à l'intérieur de l'enveloppe nucléaire. Plus tard, dans la prophase, l'enveloppe nucléaire se brise. Ceci marque le début de la métaphase. On voit maintenant les 2 centrioles allant vers les pôles. Les chromosomes subissent un mouvement d'agitation et finissent par former la plaque équatoriale, connue sous le nom de plaque de métaphase, qui se développe vers les chromosomes avant de se fixer au centromère sur les 2 côtés. On peut observer des 2 côtés de la plaque de métaphase 2 zones claires pyramidales formées par les fuseaux. À présent, regardons de plus près les centromères. Ils se divisent pour former 2 kinétochores et chaque kinétochore est fixé à une chromatide. L'anaphase débute par la division initiale des kinétochores et les chromatides sœurs sont ainsi séparées. Ces chromatides séparées sont appelées chromosomes filles. Après le début de l'anaphase, ces chromosomes filles commencent à se diviser l'une de l'autre et à se déplacer séparément vers l'une des régions des pôles de fuseau. L'enveloppe nucléaire s'est désormais formée autour des 2 ensembles de chromosomes. Le procédé de cytokinèse commence. Dans cette région centrale du fuseau, les vésicules commencent à s'accumuler. Ceci mène à la formation de la constriction qui s'approfondit graduellement et se divise finalement pour former 2 cellules filles. Ostéoporose.
La structure du corps se compose d'eau. Dans les os, le processus de formation et de destruction se produit continuellement. On l'appelle processus de remodelage. Pour comprendre, allons regarder à l'intérieur de l'os. Ici, on peut trouver le réseau compliqué des tissus osseux. Les ostéoclastes érodent la surface de l'os en réduisant la densité osseuse. Leur fonction est de dissoudre l'os. Mais l'ostéoblaste favorise l'ossification. L'ostéoblaste sécrète une couche épaisse de substance collante, la protéine osseuse. Dans le capillaire sanguin, les ions de calcium coulent avec le sang. Ces ions de calcium adhèrent à la protéine osseuse. Graduellement, le nouvel os se forme. Résultat, la densité osseuse est rétablie. Mais avec l'âge, l'activité ostéoclastique excessive mange l'os et le fragilise. Avec l'âge, les ostéoblastes diminuent en nombre et deviennent aussi inactifs que faibles. La protéine osseuse qui se forme est insuffisante. La couche de protéines osseuses est tellement légère que les ions de calcium ne peuvent pas s'y fixer. Ainsi, ils rebondissent de la surface. La densité osseuse reste faible et les os deviennent fragiles. Les médicaments augmentent le nombre d'ostéoblastes qui deviennent actifs et sécrètent la protéine osseuse. Les ions de calcium collent à la protéine osseuse et forment le nouvel os beaucoup plus rapidement. Ces médicaments détruisent également les ostéoclastes pour éviter l'activité ostéoclastique excessive. Ainsi, l'os reste sain. Aphide. On peut voir parfois sur une feuille des plantes vertes de petits insectes verts. Ce sont les aphides ou aphidiens. L'aphide a un corps mou, des pattes longues et fines et un tube digestif. Voyons maintenant la structure cellulaire de la feuille. L'organe le plus typique de cet insecte consiste en ses parties de perforation-aspiration sur la bouche, appelées stylets. L'aphide utilise ses parties de bouche tubulaires pour percer une feuille. Lorsqu'il perfore les vaisseaux de phloème où la sève est maintenue à haute pression, la sève est pompée dans son tube digestif. Ainsi, l'aphide se nourrit passivement de la sève des vaisseaux de phloème dans les plantes. Très souvent, cet insecte transmet en se nourrissant des virus à la plante, virus qui peuvent aller jusqu'à tuer.